Allez, dépêche-toi. Attends, j'arrive, André. Allez. Frappe. Mais non, mais sois sérieuse. Mais cesse de faire l'enfant. Je préfère. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière. On va faire une grande vidéo en hauteur. Vous allez voir, aujourd'hui je reçois quelqu'un que j'adore depuis de nombreuses années, un grand champion avec un parcours magnifique, on peut le dire. Et je pense qu'aujourd'hui il arrive à son apogée, je l'adore. C'est mon mulâtre préféré, on peut le dire ou pas? Cyril Diabaté. Voilà, je reçois Cyril. Cyril Diabaté, aujourd'hui, on va faire un interview exceptionnel sur le parcours de Cyril Diabaté. Merci Cyril. Merci. Cyril, d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Parce que c'est la rentrée, je sais que tu es un peu occupé. Ouais. Et alors, je voudrais dire un truc, parce que les gens, ils pensent que tu fais que du sol, enfin du MMA. Alors, j'aimerais que tu racontes juste vite fait, en quelques mots, le début de ton parcours. Alors j'ai commencé en 1991 par la boxe, plusieurs boxes, notamment le kickboxing, la boxe thaï et la boxe française. Ouais. Donc j'ai en boxe française avec Robert Paturel. Ouais. En kickboxing et boxe française, c'était Robert Paturel et Dominique Daclaoui en boxe thaï. Et donc j'ai épousé les trois en même temps et j'étais à fond dedans, je m'entraînais quasiment tous les jours, toute la semaine, quoi. Et en 92 ou 93, tu fais un combat à Saint-Maur-des-Fossés. Exact. Je crois que c'est ton premier combat de boxe, il me semble. Exact. Et qui c'est qui t'arbitre? C'est un petit casse-couille. L'arbitre, je le supportais pas. Il s'appelait André Zetoun. Voilà. Je t'ai arbitré ton premier combat, tu te rappelles? T'avais boxé un petit trapu et t'avais gagné au point. Et t'étais comme ça, hein. Ouais. Quelle catégorie? C'était pas très lourd, hein? Je faisais 86 kilos. Ah ouais, quand même. Ouais. Est-ce que lorsque t'étais petit, en âge, hein, pas en taille, hein, parce que je sais que t'es né grand. Voilà. Non, c'est même pas vrai en plus. Si, ils me l'ont dit. Ok, vas-y, dis. Quand tu étais petit, t'aspirais à quoi? À la boxe, au foot, au tennis, au rugby, au basket? Tu vois, moi j'ai parlé avec... j'ai fait Gilles Tyrolien, j'ai fait Aurélien Duarte. Il y en a qui voulaient faire du foot, il y en a qui voulaient faire du basket, du hand. Ouais. Toi, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? T'avais un sport de prédilection? Non, pas vraiment. T'étais sportif ou pas? Ouais, j'ai toujours été sportif par contre. Alors quand j'étais en Angleterre, je faisais de l'athlé et du rugby. Ah, ça c'est bien, ouais. Quand je suis revenu en France, j'ai eu une période où je voulais faire du basket, mais j'avais fait une croissance spontanée, donc je me cassais. T'avais mal, hein? Ouais, non, je me fracturais les os. T'allais trop vite. Et donc j'ai dû arrêter ma carrière. T'as grandi trop vite en fait. Ouais. J'ai pris 17 cm en un an, tu vois. Ah, c'est énorme. Ouais. Moi je les ai perdus, mais enfin bon. Ça c'est vrai. Et donc, mais à quel moment dans ta tête tu dis tiens je vais faire de la boxe ou un truc comme ça? Je pense que c'était comme moi, tu as été élevé dans cette époque où il y avait le cinéma d'action chinois, tu vois. Oui. Donc Jackie Chan, Bruce Lee, tout ça. Obligé. Donc on était tous à fond là-dedans. Ouais, c'est vrai en plus. Et c'est ça. On y croyait en plus, hein. Ouais, complètement. Ouais. Et Van Damme aussi. Ouais, un peu plus tard Van Damme. Et donc moi j'étais à fond là-dedans. Tu t'es dit je voudrais faire ça. Ouais. J'ai vu, je crois que j'ai vu Kickboxer, je crois. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire de la boxe thaï, tu vois. bah oui, les mecs sont trop forts. J'avais déjà été plusieurs fois voir des gros galas de boxe thaï. Ah d'accord, mais sans pratiquer pour autant. Non, je pratiquais pas. Mais bon, t'es là, tu te dis, tu as envie de faire comme ça. C'est impressionnant quand même. Bien sûr. T'es né où? À la Selle Saint-Cloud, dans le 78. Ah, c'est une belle ville. Ouais. Et t'as grandi où? Alors j'ai une partie de mon enfance à Rueil-Malmaison, une autre partie en banlieue, en Angleterre. Ouais, t'as vécu en Angleterre, combien de temps? 8 ans. Ah ouais, donc tu parles anglais un peu? Ouais, un peu, ouais. Angleterre, hein? Ouais, Angleterre. Je t'ai déjà entendu parler, j'ai envie de te balayer quand tu parles anglais. Non, normal. Non, tu me vénères. Après, j'ai étudié l'anglais quand je suis revenu en France et j'ai fait une fac d'anglais, tu vois. Ah ouais, mais tu parles bien anglais. Ouais, je parle bien anglais. Ouais, parce que je t'ai déjà entendu à la télévision et tout, et je me suis dit, tiens, quand je vais le voir, je vais le balayer et je vais tomber avec le coude. Je sais pas, quand je t'entends parler anglais, on dirait que c'est pas toi. Ah ouais. On dirait que c'est pas toi. Mais tu parles super bien en plus.
Et tu as vécu 8 ans en Angleterre, et à Londres, en banlieue Alors, Londres, centre de Londres, mais pas longtemps. J'étais dans un foyer, tu vois. Après, on a fait grande banlieue, surtout. C'était sympa ou pas trop? C'était dur. La grande banlieue de Londres, genre Guildford, Woking, tout ça, les trucs. Non, c'est pas Basingstoke, les trucs comme ça, là. c'est pas terrible. Ouais, c'est. Ouais, tu sors pas, quoi. Bah si, je sortais, si, tu sors, mais bon, c'est... L'oseille, mais y a pas. C'est c'est hostile, hein. C'est un terrain hostile. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es à l'affût, tu vois. Ouais. Moi j'ai habité 4 mois là-bas, enfin bon bref. Alors donc t'es en Angleterre, au bout de 8 ans tu rentres en France. Ouais. Tu rentres directement où? À Rueil. D'accord. Alors mais c'est avec qui t'es parti? Avec ta mère? Alors je suis parti rejoindre ma mère là-bas. D'accord. Malheureusement elle décède quand j'ai 14 ans. Ah merde, c'est super, pardon, désolé, vraiment, non, c'est relou. Et donc je reviens en France où je suis accueilli par ma grand-mère et ma tante. Donc t'es élevé par un bout de ta famille quoi. Voilà, exactement. Et la grand-mère bien ou pas? Ah magnifique la grand-mère. Bon après clash des générations, tu connais. Je suis un petit con, j'ai 14 ans. En plus t'es grand. En plus je suis grand et je suis en colère contre le monde entier, tu vois. Donc, en plus t'as perdu ta maman, c'est très difficile. Alors, toi t'es d'origine? Mon père sénégalais ivoirien, ma mère belge français. D'accord. Et ça donne ça, forcément. Bah oui, beau gosse. Et donc, je rentre en France à 14 ans, je parle plus français. Ah ouais, bah oui. Je parlais plus, ça faisait 8 ans que je parlais pas français. T'as pas été élevé du tout au Sénégal ou... Non. Pas du tout? Non. D'accord. Mais t'avais déjà été ou pas? Non, parce que j'ai pas connu le côté africain de ma famille. Ah d'accord, t'as pas été élevé par ton père non plus, d'accord. Donc tu te retrouves chez ta grand-mère avec ta tante. Donc retour difficile, très difficile, je suis turbulent, tu vois, genre comme je te dis, j'ai plein de rage, plein de colère. Et je veux absolument faire des arts martiaux, des sports de combat. Ma grand-mère veut pas parce qu'elle voit que je suis déjà dans le en train de foutre le bordel. T'es vénère déjà, il va tout casser. Exactement. Ce qui est un tort parce que, comme tu l'as vu toi-même, ça canalise, tu vois. Mais bien sûr, mais elle le sait pas. Ouais, elle le savait pas. Ouais. Et donc j'insiste, elle dit non, tu feras pas de sport de combat, d'arts martiaux. On verra ça quand tu auras 18 ans. Donc j'attends de 14 ans à 18 ans. Et dès que j'ai 18 ans, je m'inscris. Mais pendant ces 4 années-là, t'as cassé les couilles à tout le monde ou c'est comment? Normal, adolescent. Alors, juste une petite parenthèse, si tu as envie d'en parler. Comment tu vis la disparition de ta mère? Ça doit être très très difficile quand tu es jeune comme ça. Parce que moi, j'ai perdu mon rap, j'étais jeune aussi, tu vois. Je pense que, tu as vu, pour les enfants, perdre la mère, je pense que c'est pire. Pas pire. Et moi je l'ai vu dépérir sur 4 ans, tu vois, donc avec un cancer, donc elle a dépéri sur 4 ans. Et moi je suis devenu petit à petit l'homme à tout faire de la maison, tu vois, donc j'avais plus d'enfance, j'avais plus rien. T'es devenu adulte tout à coup. Voilà, exactement. Et donc j'en souffrais énormément, je souffrais de plein de trucs, puis la maltraitance aussi de mon beau-père qui m'aimait pas du tout. Donc il y avait tout un truc qui faisait que... Un univers horrible. Horrible. Et puis ma mère décède. Elle est enterrée là-bas ou ici? Là-bas. Et tu retournes de temps en temps? Ouais, je la vois de temps en temps, Ah, c'est bien. Et donc... T'as un karma dégueulasse, quoi. Ouais, non, comme je t'ai dit, je suis habité d'un truc qui est très négatif. Une colère, j'en veux au monde entier. Je suis solitaire. Tu vois, je me renferme sur moi-même. Donc, et pour toi, quand on te voit comme ça, on dirait pas du tout. T'es très aimable, drôle, enfin... en fait, tu vois, je me suis amélioré avec le temps. Est-ce que c'est pas la boxe qui t'a rendu meilleur? Si, bien sûr. Comme je l'ai beaucoup écrit, les sports de combat, ça a été une thérapie pour moi, tu vois. Ça m'a permis de soigner plein de trucs que j'avais en moi. Et puis extérioriser un truc, tu vois, la colère dont on parle, quand tu tapes sur un sac ou sur la gueule d'un mec, tu l'extériorises, tu vois. Et ça te permet d'évacuer tout un tas de trucs que tu ferais peut-être... Des toxines, quoi. Comme un poison, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comme si tu te libérais d'un poids un poids qui n'est plus le tien, quoi. Et donc voilà, je suis rentré en France et je me suis soigné grâce au sport de combat. Et une fois que j'étais habité par ce truc-là, et que j'ai eu tout de suite envie de devenir champion du monde, tu vois, ça a été mon but.
bah après ça te quitte plus et tu deviens obsédé, tu vois. Alors, comment elle voit ça, ta grand-mère? Ah, elle voulait pas. Même quand tu continues à boxer et tout, non, elle voulait pas. elle est venue te voir boxer? Non, elle m'a... Donc c'est elle qui m'inscrit, tu vois, c'est elle qui m'inscrit Mine de rien. chez Robert, parce qu'elle cède finalement, ça faisait 4 ans que je la saoulais, tu vois. Ouais. Et donc elle cède, donc avec un coup de pression de ma tante aussi qui lui dit mamie, vas-y, laisse-le faire, tu vois. Et donc je cède, elle cède, et donc je m'inscris chez Robert, et je veux absolument faire de la compète et devenir champion du monde. Donc ça devient une obsession. Lui il te dit calme-toi. Non, au contraire, non. Il me dit écoute Cyril, il croit, tu sais, c'est un des premiers qui m'a montré qu'il croyait en moi et que si je voulais, je pouvais, tu vois. Ouais. Et donc ça, venant d'un grand monsieur comme ça. Ouais, c'est un grand monsieur. Ouais, donc tu vois, ça te donne un coup de fouet quand même, tu vois. Ta grand-mère, elle cède, tu t'inscris. Elle te suit un peu, mine de rien, ou pas trop? Là où elle commence vraiment à changer d'avis, c'est dès la première année, parce que la première année, je gagne le titre de champion de France amateur, tu vois. Et donc quand je rentre à la maison avec la jolie médaille, la coupe et le certificat champion de France, à l'ancienne, ouais. Là, elle change, tu vois. Elle dit, tiens, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal, tu vois. Donc c'est la première à se vanter auprès de ses copines. Ouais, il est champion de France, il est champion de France. T'avais beaucoup d'amour pour elle? Ouais, bah oui. Genre, mais balèze, de ouf. Bah, c'est ma deuxième maman, tu vois. Donc elle a fait énormément. Alors, on avait des clashs souvent, parce que j'étais plein de colère. Et puis il y avait quand même une différence d'âge, tu vois, de génération. Donc pour moi c'était la vieille qui était à côté de ses pompes, bien sûr. Ça, machin. Donc t'as plein de trucs, mais en même temps je l'aimais comme un fou, tu vois. Ouais. Et elle s'appelait comment, son prénom? Gisèle. Ah, l'ancienne, comme ma tante. Et tu vois. C'est des belles personnes, hein, ça. Hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'elles se vouent, en fait. Ouais, non, elle était complètement. Alors, à l'époque, j'en avais pas conscience. Parce qu'il y avait cette colère en moi et puis après t'es pré-ado, t'es ado, c'est difficile quand même. Ouais, c'est difficile, mais il y a aussi le fait que je viens de perdre ma mère. Ouais, bien sûr. Je comprends pas pourquoi. Ouais. Et pourquoi pas les autres, pourquoi moi? Exactement. Enfin, voilà. Donc il y a tout un tas de trucs. Elle qui voulait pas que je fasse des sports de combat, il y a tout. Ouais, t'as plein de barrières quoi. Plein de trucs. Et puis moi je viens de la banlieue, une banlieue un peu hard, tu vois. Et je suis parachuté à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison, c'est bourgeois, tu vois. Oui, puis c'est beau gosse là-bas, c'est bien, moi j'aime bien. Hein. Donc je débarque dans un collège, je parle plus la langue, on se fout de ma gueule et tout ça machin. Donc tout de suite, j'ai envie de tarter tout le monde et je m'en prive pas, tu vois. Ouais. Et puis après, tu vois, c'était dans un engrenage, tu vois. Et puis jusqu'à mes 18 ans, où là, je commence les sports de combat et tout ça, ça s'arrête. Ouais. Et je m'apaise. Ouais. Tu vois, je m'apaise. Je suis plus serein, je suis apaisé et tout. Tu deviens humain. Je deviens humain, voilà. Je suis plus une bête, tu vois. Et ça me fait énormément de bien et c'est pour ça que je te dis, ça a été une thérapie pour moi. Et après, l'ambition remplace la colère. Ouais, bien sûr. Et j'ai envie de tout castagner, j'ai envie de gagner tous les titres et voilà. Donc tu commences par la BF, le kickboxing et la boxe thaïlandaise. Ça a duré combien d'années tout ça? Avant que tu commences à tourner à bifurquer. Ouais. Ah non, j'ai fait une bonne dizaine d'années où je faisais quasiment que ça. Je dirais que vers le milieu des années 90, j'ai rajouté un combat, enfin des entraînements de sol avec du jiu-jitsu traditionnel à la fac de Nanterre. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que je voulais, à un moment donné, je voulais aller vers l'UFC. En fait. Ouais. Et donc j'ai commencé à m'entraîner au sol en 96-97. Ah déjà ouais. Ah d'accord. Mais quand même tu continues à faire tes parce que moi je te voyais, tu boxais quand même. Oui, les trois quarts de mes combats, enfin même plus que les trois quarts de mes combats, c'était en pied-point. Oui. Ouais. Bon, tu boxes en kick, tu boxes surtout en boxe. Tu fais quand même pas mal de combats en boxe thaïlandaise. Ouais. Et arrive ce qui arrive, magnifique. En 2000, bon, on passe l'étape de tout ça. Tu arrives à Las Vegas quand même parce qu'il faut parler de ce combat extraordinaire. Ouais, alors avant ça, j'avais fait pas mal de petits combats à droite à gauche qui m'avaient sur le circuit français, qui m'avaient gonflé mon nom, on va dire, doré mon nom.
Et j'avais rencontré Jean Atonga notamment, qui était un grand boxeur. Qu'on embrasse, parce que je l'adore, c'est une bombe. Qui était champion d'Europe à l'époque, et que j'avais battu assez rapidement. Et donc mon nom commençait à grossir, grâce à ça, en fait, Samy Klepchi m'a proposé d'intégrer un tournoi de 4 personnes. Il y avait Le Banner, Rick Rufus, un anglais, je crois que c'était Sean Johnson. Sean Johnson, exactement. Et moi. Voilà, donc moi j'étais le moins connu des 4. Et tu boxes qui? Et je boxe Rick Rufus. À Las Vegas. À Las Vegas. Alors avant, quand tu rencontres Jean Atonga, il faut préciser, Jean Atonga c'est un boxeur de Villiers-le-Bel, un boxeur qui était très très fort, qui était champion de France, spécialiste du corps à corps. Exact. Donc lui, il boxait des Hollandais et tout et tout. Moi je te connaissais à peine, on te connaissait à peine. C'est vrai que là, à partir de ce combat-là, ça a commencé un petit peu à tourner ta carrière. Bah c'est ça le système de la boxe. C'est pour monter ton nom, pour gonfler ton nom, il faut que tu termines les gens, les gros noms de ton époque, tu vois. Donc c'est comme ça que on dit que c'est un tremplin. C'est vrai qu'il y a certains noms que j'ai eu dans ma carrière qui ont été des tremplins pour moi et qui m'ont permis d'étoffer mon nom, quoi. En fait, tu passes devant eux, quoi, tout simplement. Exactement. Là, tu rencontres, tu bats. Moi, je me rappelle. Alors, tu le sais, on en avait parlé. Je me rappelle, j'avais parlé avec Samy Klepchi, il m'avait dit ouais, je vais mettre Cyril Diabaté contre Rick Rufus. On avait parlé. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit Rick Rufus, Cyril Diabaté, Rick Rufus, ça colle. Tu te rappelles à l'époque, il avait mis KO, Kaman et tout. J'ai dit quand même, oui, on a confiance et tout. Et puis tu étais avec Jean-Marie Merchet. Et là, tu rencontres Rick Rufus. T'as une préparation particulière ou pas? Non, en fait, j'avais misé sur... on savait qu'il avait une grosse anglaise, puisqu'il combattait sur un circuit professionnel en anglaise aussi, et qu'il était Golden Gloves, je crois, un truc comme ça. Donc il avait un très bon niveau en anglaise. Il était classé dans je ne sais plus quelle fédération en anglaise dans le top 50 mondial, un truc comme ça. Donc je le prenais pas du tout à la légère en anglaise. Et on avait misé, nous, sur des coups de genoux et des low kicks. Donc je crois que dès le premier round, je crois que j'envoie un low kick, je vois qu'il le mange plein pot. Et puis après, ma stratégie, c'était éviter de l'anglaise en déplacement et puis remiser en low kick dès que je pouvais. Donc tu l'as travaillé ça, tu l'avais beaucoup travaillé à la salle parce que tu n'as pas été prévenu super longtemps à l'avance non plus. Non. Je me rappelle. Bah, comme je venais aussi de la boxe française, qui est un style qui est basé sur la liaison pied-point plus les déplacements, je savais me déplacer quand il fallait. C'est clair qu'en boxe taille on est plus statique, mais comme j'avais un triple style et que je pouvais aussi bien m'adapter au combat en boxe taille qu'en française, j'ai utilisé les déplacements de la française pour pas être en face de lui, quoi, tout simplement. Tu arrives à jongler l'un vers l'autre, enfin l'un après l'autre ou avant l'autre. Donc tu rencontres Rick Rufus. Moi je me rappelle, j'étais là avec Jean-Marie dans ton coin aussi. Et on était super contents parce que c'était pas une super soirée pour les Français à part toi et Jeannot. Hein. Tout le monde avait perdu. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient gagné. Il y avait toi et Jeannot, Jean-Charles et toi, c'est tout, le reste ils avaient perdu. Le Banner aussi il avait gagné, je crois. Ah oui, le Jérôme il avait gagné, Donc c'est vrai que c'était pas évident, c'était une soirée un peu, je voyais les Français rentrer les uns après les autres dans les vestiaires en tirant la gueule, donc c'était pas facile. Et c'est là, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais c'est vrai que Jeannot il était venu dans mon vestiaire, il venait de gagner son combat au premier round de façon tonitruante. Et il était rentré dans mon vestiaire, il m'a dit Cyril, tiens, j'ai mon amulette là, ça m'a servi, je viens de gagner et tout, j'aimerais bien que tu la portes, ça va te porter bonheur et tout. Bon, j'y croyais pas tellement, mais en même temps c'était le geste qui me touchait. Et puis Jeannot c'était déjà un gros nom du Muay Thai français, donc j'étais honoré d'avoir son petit gris-gris, quoi. Alors est-ce que ça a été un véritable tremplin pour toi, ce combat ou pas, après? Bah, dans les faits, non, parce que après ce combat-là, j'ai eu 2 ans où j'ai pas combattu du tout. Ah ouais, pourquoi? Mauvais management, je pense. Et donc, je reprends 2 ans après par un combat de MMA en Hollande. Et là, j'ai vraiment intégré le MMA européen. Donc j'ai commencé à rencontrer des gros noms et tout de suite j'ai eu des possibilités de combattre dans des gros galas européens, tu vois.
Et ça gagnait plus en MMA déjà à l'époque qu'en pied-point. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à combattre plus régulièrement. Le Golden, c'était avant quand même ça, non? Ouais. Parce que tu as intégré quand même l'équipe de Michel et Christian, le Golden Trophy. Ouais, le Golden Trophy, ouais, mon premier c'était en 96. Voilà. C'était en 96. À Orléans? À Orléans, mais c'était, je crois, 2 fois dans l'année ou 1 fois dans l'année, donc c'était pas suffisant pour me... Mais c'était pas mal quand même, hein. Ah ouais, tu l'as gagné en plus à chaque fois. Ouais, je gagnais à chaque fois, mais c'est vrai que c'était l'ancêtre du MMA français, quoi. Ouais, bien sûr. Mais par contre, c'était pas assez régulier, donc il fallait... moi, je continue à boxer en pied-point, quoi. Donc à partir de ce combat, donc le combat contre Rufus, pendant 2 ans, tu fais plus de pied-point. Ouais. Tu commences à tourner vers le MMA, et à partir de... Donc c'est 2002, à partir de 2002, là, tu te spécialises beaucoup plus dans le MMA. Comme j'ai dit, j'avais plus d'opportunités. Moi, j'ai toujours été amoureux de la boxe pied-point, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai eu un chemin, un choix qui s'est offert à moi. J'avais clairement beaucoup plus d'opportunités de combattre en MMA et de gagner mieux ma vie en MMA qu'en pied-point, donc le choix il a été vite fait. Mais est-ce que tu avais des antécédents au niveau du judo, de la lutte, des trucs comme ça? Non, moi j'ai commencé vraiment en faisant du sol pour le MMA. Mais c'était pas difficile? Ah si, c'est bien sûr, c'est difficile. Galère parce que, non mais quand on est petit, t'as vu, nous à notre époque on faisait du judo. Ouais. Là toi t'as intégré directement. Non, j'ai commencé, comme j'ai dit, à la fac par le jiu-jitsu traditionnel. Alors bon, c'était pas vraiment un style qui s'adaptait bien au MMA, mais fin des années 90, j'ai commencé à m'entraîner au sol avec Loïc Pora. Ah ouais, Loïc. Et j'ai commencé à tourner avec des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi, et donc j'ai commencé. T'as des noms un peu? Bon, Loïc, lui, on connaît, hein, c'était tout Lavigne, qui était un gros lutteur. J'avais Moïse Rimbon aussi, qui était très fort au sol. Mon élève, Moïse. Qui était très fort très fort au sol. Hein. Au sol. Ouais. Et puis toute la clique de l'époque avec qui je m'entraînais, c'est-à-dire la French Connection, au début des années 2000. Magnifique, hein. Et j'avais des mecs avec qui tourner, qui étaient beaucoup plus forts que moi au sol. Et donc en tournant avec eux, on échangeait les techniques et T'as pas été dans des clubs de judo, de lutte, des trucs comme ça de temps à autre? Non, pas de judo et de lutte plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a appris, chacun de nos côtés, quoi. Donc t'as eu Daklaoui, t'as eu en boxe française Robert Patuel, Daklaoui qu'on salue aussi. Et après, tu pars dans un club, tu vas à haute tension à Vitry, et sous la houlette de Jean-Marie Mercier, qui est malheureusement qui est plus de ce monde. Et bon, quand même, il te façonne un peu ou pas? Parce qu'il a un petit esprit samouraï, lui, quand même. Hein. Alors, c'est plus, je dirais, au-delà de la technique, c'était vraiment plus son esprit, tu vois, qu'il arrivait à propager dans son dojo, tu vois. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'émulation parce qu'il y avait beaucoup de champions. Il y a beaucoup de boxeurs chez vous. Hein. Beaucoup de champions qui s'entraînaient au même endroit. Dis des noms, tu peux y aller. Hein. Alors Aurélien Duhart, qu'on a eu ici, bien sûr. Krim Amitesh, qui était pour moi un des meilleurs boxeurs de l'époque dans les petites catégories. Très dur, qu'est-ce qui était dur. Et Pascal Lafleur aussi. Bien sûr. Pascal Lafleur. Et puis plein d'autres. Mais ça, c'était vraiment le quatuor de tête, tu vois. On était tous titrés à un moment donné, on a tous eu un titre de champion du monde. Ouais. Et l'équipe était connue pour ces 4 boxeurs, plus ceux qui se sont greffés. Qui suivent derrière, Donc on a eu une très grosse équipe et comme je disais, il y avait une émulation. Ouais. Les 4 que j'ai cités là, on venait à la salle et on essayait de battre les 3 autres. Ouais. Celui qui allait frapper le plus fort au PAO, celui qui allait faire le plus de rounds de sac, donc il y avait une compétition fraternelle entre nous qui nous a clairement poussé vers le haut et qui nous a permis d'aller au plus haut niveau, quoi. Et Jean-Marie alors, parce que comme moi c'est une personne que j'ai aimée, hein, tu sais très bien. Comment c'était avec Jean-Marie? Parce qu'il était difficile, Jean-Marie. Hein. Ouais, il était difficile, il avait un caractère de cochon. Il se laissait pas faire et puis il avait une vision un peu, avec le recul, un peu obtus. Ouais. Tu vois. Donc il était, quand il avait un truc en tête, il voulait pas trop, il n'y avait pas trop de flexibilité. Et, strict. Ouais, très strict et
asiatique un peu, hein, t'as vu, hein. Et c'était dommage parce que comme il y avait l'avènement du MMA justement, avec des nouvelles techniques, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de s'entraîner, des nouvelles... malheureusement pour moi, à mon goût, il a pas su s'adapter à cette nouvelle époque. Et pourtant, comme c'est un des premiers qui a emmené des mecs boxer quand même en MMA ou truc comme ça, quand même. Il vous emmenait quand même. Ouais, après, moi j'étais déjà dedans avant de le connaître, tu vois. Mais c'est vrai que c'était une des premières grosses équipes françaises à s'intéresser. Il y avait Loïc avec vous aussi. Ouais. Que j'ai ramené. C'est toi qui l'as ramené. Ouais. Mais comment, à quel moment dans ta tête tu dis tiens je vais aller intégrer le club de haute tension qui donne des cours de karaté et de boxe thaïlandaise? Bah en fait ça c'est moi j'avais soif de compétition hybride on va dire où on avait le droit de faire de la boxe pied-point, de faire des projections et de travailler au sol. Donc un petit peu ce qui se passait à l'UFC au Japon. Donc j'étais à l'affût de toutes ces compétitions là. Et dans un karaté Bushido, je vois passer une pub pour le Golden Trophy. Ah. Donc je vois une pub pour le Golden Trophy, ils cherchent des candidatures. On n'est pas du tout à l'époque d'internet encore. Donc je découpe à l'ancienne. Je découpe mon coupon. Tu l'envoies dans une enveloppe et tout. Je le remplis avec mon palmarès, mon nom, mon prénom, et puis j'envoie ça à la poste. Voilà. Et j'étais déjà plusieurs fois champion de France en kick. Oui, en boxe thaï aussi. Ouais, en boxe thaï. Et donc j'envoie ma candidature en me disant voilà, peut-être qu'ils vont me prendre. Tu vois, j'espérais que sur toute la France, peut-être j'aurais des chances. Et ils m'ont répondu favorablement, donc j'ai intégré le tournoi poids lourd. Et donc je pars là-bas, j'en parle à Dominique, qui voit pas d'un très bon œil. Ouais. Donc il pense que... Pas la ville, hein, Pas la ville. Non, de l'œil là, parce que très bon œil. Non, parce que les gens ils vont croire que c'est dans le 94. Non, quand même. Donc il me dit, il cautionne pas trop, tu vois. Ouais. Et donc je pars là-bas à Orléans, je pars avec mon meilleur ami et ma meuf de l'époque. Tu pars seul tout là-bas? Ouais. Donc j'ai pas de coach, rien. Ouais. Donc je pars là-bas, je fais la conférence de presse, tirage au sort, on me tire Jérôme Turcan au premier tour. Putain, attention, Jérôme ça cogne, hein. Ouais. Ah moi j'adore ce mec. Il venait de faire la finale du tournoi Quin avec Kaman. Ouais. En finale, tu vois. Il est dur, hein, Turcan, hein. Et donc je dois me farcir ce mec-là au premier tour. Donc, et en plus lui il cogne quand même, hein, tu vois. Et donc tout le monde me voit perdant en direct, tu vois. Et contre toute attente, je le bats. Je bats le deuxième, je crois que c'était un karatéka qui faisait genre 40 kilos de plus que moi. Un mec du Kyokushinkai. Et en finale, je bats un mec qui s'appelait Serge Narcissian. Qui était déjà un mec qui combattait au Japon et tout ça. Narcissian, ouais. Voilà. Et donc, et comme j'avais pas de coach, voilà, je voulais en venir là. Comme j'ai pas de coach, je suis dans le vestiaire avec Aurélien Duhart. Ouais. Je le connais, il était déjà connu. Ouais. Donc je sais qu'il est longiligne, qu'il vient de la boxe thaï, il aime bien les coups de genoux, donc on a un style un peu similaire. Et je demande à son coach, Jean-Marie Mercier, de me coacher. Et Jean-Marie accepte, il m'a jamais vu boxer, tu vois. Ouais. Et j'ai gagné le tournoi. Ah, charmé. Tu l'as fait 2 ou 3 fois le tournoi quand même, hein, je crois. Ouais, j'ai fait plusieurs fois. Ouais, parce qu'à un moment, ça a bien marché ce truc. Ouais, c'était retransmis sur Eurosport. Ouais, c'était génial. En plus, vous avez des belles tenues et tout. Moi, j'adore Christian et Michel. J'aimerais bien avoir de leurs nouvelles. Parce que je sais qu'ils sont partis en retraite un peu dans le centre de la France. Ils étaient hyper gentils en plus. Très gentils, ouais. On se connaît depuis très très longtemps, Cyril. Je voudrais te poser une question que je t'ai jamais posée, mais même en dehors comme ça, entre nous. Est-ce que tu trouves pas que t'es arrivé trop tôt dans le circuit UFC? Parce que aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, l'UFC, il a vraiment explosé. Imagine, tu serais arrivé genre il y a 1 an ou 2. Je passe sans transition, mais c'est une question que j'ai dans ma tête depuis des années. Alors, je pense qu'à l'époque, le mental que j'avais, si tu te transposes aujourd'hui dans les jeunes, dans un jeune d'aujourd'hui, j'aurais été champion. Ouais. Je pense que j'aurais fait le nécessaire pour devenir champion et j'aurais été une machine. Parce qu'à l'époque, c'était déjà une époque qui était plus difficile pour les mecs qui combattaient. Tu vois. C'était dur, C'était très dur. Il y avait moins de calculs dans la carrière. Il y a moins de suivi, je trouve que c'était moins pro. Ouais, c'était moins pro. Au niveau de l'entraînement, j'entends. Oui, bien sûr. Et puis, il y avait pas
il n'y avait pas la facilité, le luxe qu'il y a d'aujourd'hui de devenir combattant professionnel, en tout cas d'essayer de le devenir. Ouais. Là-bas, à l'époque, c'était vraiment, c'est une galère. c'était compliqué. Toi, t'as été en plus, toi, t'étais dans le ranking un peu. Ouais, ouais. Donc, j'étais dans le top 5 des plus grosses fédés pieds-points. Ouais, tu vois, je me rappelle, ouais. en boxe thaï, en kickboxing et tout ça. Et puis après, quand j'ai fait la transition dans le MMA, j'ai tout de suite, au niveau européen, j'étais tout de suite dans le top parce que j'avais déjà une réputation en pieds-points. Tu vois. Donc ouais, c'était une période qui était compliquée et puis on n'avait pas du tout les mêmes sommes que gagnent les gens aujourd'hui, tu vois. À l'époque, je me souviens, je faisais un gros gala en Hollande face à un gros nom, je prenais grand max 4 000 €, tu vois. C'est pas mal déjà, hein. Franchement, je te rappelle, là, oui, pour oui. Mais comme je te dis, j'étais mieux payé en MMA qu'en pied-point. Ouais, c'est clair. Tu vois, en pied-point, tu prenais 1500, t'étais content. Ouais, mais quand tu prenais 2000, wow, dis donc, tu vas te calmer. Juste, quel regard que tu portes aujourd'hui sur un point précis du MMA? Est-ce que tu as un regard, est-ce que tu as pris beaucoup de recul parce que comme tu es dedans aussi, hein, parce que tu donnes des cours, c'est quoi le regard que tu as aujourd'hui sur le MMA? Est-ce que tu as un regard particulier? Est-ce qu'il est critique? Est-ce qu'il est bénéfique? Est-ce qu'il est... Je suis toujours critique déjà. De toute façon, toi, non, mais je pense que c'est important aussi, si tu veux faire avancer les choses, en tout cas, tu as envie de voir avancer les choses, il faut être critique, même si tu as l'impression que l'UFC, ou par exemple, l'UFC, c'est grandiose, c'est machin, c'est ceci, et que tout le monde a envie d'y aller, et que c'est le Graal pour n'importe quel combattant de MMA. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Mais il y a des choses qui ne vont pas à l'UFC, tu vois. Donc il faut en parler pour essayer d'améliorer les choses. Je pense que depuis que j'ai commencé le MMA, c'est-à-dire un peu plus de 25 ans, il y a une grosse évolution dans le sport qui est incroyable. Incroyable. Encore plus en France sur les 4 dernières années, là, c'est vrai. Tu vois, où ça a explosé. Oui, et puis en plus, vous avez reçu le droit de faire la compétition. Donc en 4 ans en France, il y avait vraiment une progression qui est incroyable. Mais ceci étant dit, il y a quand même des trucs qui sont moins bien. Qu'avant ? Pas moins bien qu'avant, mais qui sont toujours pas bien. Par exemple ? Le dopage, par exemple. Voilà, c'est bien. Tu vois, le dopage, ça c'est un vrai fléau dans... Mais il est vraiment présent, omniprésent. Il est présent, Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Bien sûr, c'est comme dire, il n'y a pas de contrôle dans le cyclisme. Et pourtant, ils sont tous cramés. Ils sont tous... Non, il y a une hypocrisie autour de ça qui est relou en fait. C'est du gros dopage ou du dopage moyen, à ton avis ? Ça dépend. À partir du moment où pour moi il y a du dopage, déjà c'est trop, tu vois. Déjà c'est triche. C'est clair. C'est de la triche. Et tu triches pour taper plus fort et plus longtemps et plus vite sur la tête de quelqu'un, tu vois. Et puis c'est pas logique, quoi. Voilà. Donc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, si tu avais une critique importante et bénéfique à apporter sur ton regard sur le MMA. Alors pour moi c'est le mauvais côté, les mauvais aspects. Qu'ont les réseaux sociaux sur un sport comme le MMA. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Parce que d'une manière générale, je pense que les réseaux sociaux, pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas bon. C'est très méchant. Tu vois? On le sait, on en a parlé déjà. Ouais. Hein. Mais, ils sont très violents, les gens. Hein. Mais encore plus pour des gens qui aspirent à devenir des compétiteurs de MMA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière, avant que Internet soit ce qu'il est aujourd'hui, un boxeur qui voulait devenir un champion, il s'en foutait de la reconnaissance. Il se disait que la reconnaissance allait venir avec le titre. Voilà, avec le titre et avec X années derrière de combat, de machin, de médiatisation et tout ça. Aujourd'hui, les jeunes ont envie d'être connus avant même de faire quoi que ce soit. Ah ouais, ça je suis d'accord. Tout de suite. Donc, des belles photos, des beaux trucs. Donc ça c'est un problème. C'est un problème. Il y a un bon côté, c'est que les mecs, ils arrivent à vivre de ce sport plus rapidement que nous à l'époque. Mais le mauvais côté, c'est que on a l'impression que au-delà de la passion de ta pratique et la passion d'aller au combat, ce qui les fait plus bander, c'est la reconnaissance des autres. Un peu, oui, la reconnaissance. Enfin, c'est un peu le match vu, un peu, non? Un peu comme les influenceurs, influenceuses. Donc, t'as des mecs, et ça t'en as plein, tu vois, des mecs qui sont amateurs
Ils ont trois combats au compteur en amateur et tu regardes les réseaux sociaux et tu as l'impression que c'est Conor McGregor. Ouais, ils sont beaux gosses et tout. Voilà, donc c'est un mauvais côté de notre époque et l'effet néfaste qu'il a sur le MMA. Tu vois. De trash talking, t'aimes bien ou pas? Moi je déteste, on en a parlé déjà toi et moi. Je déteste. Je comprends la logique du truc, ouais. Parce que un mec comme Conor McGregor, il est devenu multimillionnaire parce que c'est un trash talker, tu vois. Et que le même mec, mais qui parle pas de la même façon, il gagne peut-être 10 à 100 fois moins qu'il a gagné, tu vois. Donc je comprends la logique. Est-ce que moi je le ferais? Non, parce que ça va pas avec ma personnalité. Oui, parce que toi tu fais des arts martiaux aussi. Parce qu'il y a pas, non, je pense que c'est plus une question de personnalité. Ouais. Je pense que tu as des mecs qui viennent des arts martiaux ou pas des arts martiaux qui ont une personnalité ou les mecs qui sont des grosses gueules. Tu veux dire c'est leur histoire à eux déjà. C'est leur histoire à eux, c'est leur personnalité à eux. Je pense que Conor McGregor, il a ça en lui. Comment il marche maintenant? Il marche comme ça, frère. Mais je pense qu'il a ça en lui. Tu vois, avant de devenir une star du MMA, c'était déjà un petit con qui ouvrait sa gueule et qui énervait tout le monde avec ça. Ouais, bien sûr. Ah, putain, cette gauche qu'il a, putain. Mais je pense qu'il se force pas. Alors que comme les gens ont vu le succès que ça lui a apporté et l'argent que ça lui a apporté, il se donne un genre qui n'est pas leur. Pendant la pesée, il y en a qui se battent. C'est horrible quand même. Ouais, c'est horrible. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Ah, moi, c'est pas mon délire. Alors, c'est les trois aspects. Qu'est-ce que tu penses des gens qu'on connaît nous, qui viennent de la boxe taille, du kickboxing, et qui passent du ring à la cage? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup parlé à l'époque, tu vois, quand j'ai commencé le MMA, fin des années 90 et début des années 2000, je disais à tous mes potes qui étaient boxeurs, qui faisaient de la boxe taille, venez. Je disais, venez, la boxe taille c'est mourant, ça va se casser la gueule, il n'y a plus d'argent. Déjà à l'époque, il y a presque 25 ans en arrière, il y avait déjà plus d'argent à se faire en MMA qu'en boxe pied-point, tu vois, et ça s'est aggravé avec le temps. Et je leur disais déjà à l'époque, il faut s'y mettre tout de suite parce que il faut apprendre le sol, il faut apprendre la lutte, et c'est pas du jour au lendemain que c'est très long. Tu vois. Ah ouais, c'est très long ça. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Viens avec moi là au cours et tout. Il y en a plein qui n'ont pas su prendre le wagon en marche, tu vois. Et surtout, c'est dur pour l'ego d'un champion qui est déjà titré en boxe taille, qui a déjà un nom, de recommencer à zéro et de se faire tordre par des débutants. C'est normal, tu prends pas un champion du monde de foot et tu le mets en 5e division de rugby. Voilà, donc c'était compliqué pour énormément de mecs de cette époque-là de se remettre en question et de repartir à zéro. Et ça a été un tort parce que tous ces mecs-là, par la suite, ont compris, mais c'était trop tard, tu vois. Et donc... il y en a pas mal quand même, combien... Ouais, mais... Non, pas tant que ça. Non, il n'y a pas tant que ça. Vu le potentiel qu'il y a en France, c'est vrai. Des boxeurs pieds-points... magnifique. Qu'on a sortis, s'ils avaient, il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, s'étaient mis au MMA, ils seraient tous champions du MMA aujourd'hui, tu vois. Je pense à Youssef Bouganem qui se met maintenant au MMA, c'est tard. La quatrième critique qu'on peut donner que tu pourrais donner sur le MMA, c'est par exemple l'image qu'elle véhiculait à l'époque et qu'elle véhicule aujourd'hui. Elle a une meilleure image aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est quand même un des rares sports qui remplit Bercy, en 5 minutes. Si tu veux, à l'époque, c'est marrant parce que j'ai sorti des articles de presse qui étaient parus, qui parlaient de moi. Je crois que c'était dans le Parisien. Il y avait des articles dans le Parisien, dans Le Monde, dans le Figaro. Et tu vois comment ils en parlent, c'est un peu... Foutaient de ta gueule un peu. Non, c'est pas qu'ils se foutaient de ma gueule. Ils me reconnaissaient en tant qu'ancien champion, grand champion de boxe pied-point, qui se mettait un peu dans un sport un peu, tu vois, où tous les coups sont permis, tu sais, les trucs bateaux là qui sortaient à l'époque. Oui, tous les coups sont permis, à cause des films peut-être aussi. Et donc, il y avait une presse, elle était vachement... Comment tu dis ça? Elle était relou, tu vois, la presse elle était relou avec nous. Au début, t'as vu, maintenant quand même, ils en parlent bien. Ça n'a rien à voir. Comment t'expliques qu'en quelques minutes, Bercy se remplit avec un... En 20 minutes, C'est un truc de fou. Alors que le plus grand gala de boxe pied-point, on n'a pas réussi à remplir Bercy. Kepchi, je te rappelle à l'époque, il y avait eu, je crois... Parce que le sport en lui-même
le sport en lui-même, le sport du MMA, il plaît plus aux néophytes que la boxe pied-point. Parce qu'il est plus facile d'accès au niveau de la compréhension, tu penses? Bien sûr, parce que pour un néophyte qui comprend rien, ça ressemble à de la bagarre. Bah ouais, c'est un peu. Donc il se dit, vas-y, il y a des mecs en fait, il arrive à s'en transposer. Ouais, puis à s'imaginer qu'ils peuvent faire ça, parce qu'ils sont pas tous balèzes les mecs aussi. Ouais. Hein, il y a des... Donc un mec qui connaît rien au sport de combat en général, il voit un combat de boxe pied-point. Il voit tout de suite qu'il y a de la technique, que machin, que c'est chaud, et qu'il ne se voit pas du tout en faire. Ouais. Alors que chiffonner, machin, d'aller au sol et tout, il se dit, tu vois ce que je veux dire? Ça fait rappeler samedi soir. Voilà. Donc il se dit, à tort d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de technique dans le MMA que dans la boxe pied-point, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de possibilités. Bien sûr. Donc c'est plus complet, c'est très complet. Donc un mec qui voit de l'extérieur comme ça, il comprend tout de suite la violence, une violence codifiée par rapport à une violence codifiée de différentes façons en fait. Et le côté spectacle aussi. Ouais. Est-ce que tu penses comme moi qu'aujourd'hui ce sont de véritables athlètes les mecs du MMA? Ah ouais. Parce que moi je le pense vraiment. Ouais. Je pense que de tous les sports de combat, c'est le style qui a le plus évolué en entraînement. En peu de temps. Ouais. Avec toutes les protocoles, toutes les façons, les méthodes d'entraînement différentes qui sont venues peut-être de Russie, de Thaïlande, de machin, du Brésil, qui se sont mis ensemble. Et plus la science qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai ce que tu dis, putain c'est vrai. Et donc l'évolution de l'entraînement, ça a explosé. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, un coach de MMA, qui a de l'expérience dans le coaching de MMA, il est débauché par des coachs de foot US, des coachs de NBA et tout ça. Ah oui, d'accord, je savais pas, tu vois. Ils les prennent parce que les mecs, ils sont archi complets. Ouais, ils sont à la pointe quand même. Ils sont à la pointe de l'entraînement. Tu dis quoi toi par rapport, parce qu'il y en a plein qui disent que le MMA il a tué la boxe, il tue la boxe thaï, il tue le kickboxing, et tu crois toi ça? Moi j'y crois pas trop, mais tu crois? Moi j'y crois pas. Moi je pense que c'est cyclique moi Je pense que la boxe pied-point s'est tuée elle-même. Tu vois, malheureusement, il y a eu, tu connais hein, le circuit japonais, c'est la mafia. En France, c'est pas la mafia, mais on n'est pas loin, où ça se tirait dans les pattes et tout ça. Sami Khedira a perdu les doigts, machin. Ouais. Alors, je voudrais refaire un petit retour en arrière, un petit peu, parce que pour moi, c'est très important et c'est très intéressant parce que c'est un sujet sur lequel tu t'exposes très peu. J'aimerais bien que, si tu permets, hein, on va reparler un peu de Gisèle. Ok. D'accord. Quand tu arrives à un haut niveau, à un haut niveau de la boxe, elle te regardait comment ta grand-mère? Bah, elle était très fière. Ouais. Mais moi, je l'avais mauvaise. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est intéressant ça, tu vois. Ouais, parce que déjà, elle a pas voulu m'inscrire à la boxe quand je voulais qu'elle m'inscrive. Donc t'es rancunier ça? Ah ouais, je suis rancunier. Ah t'es un relou toi. Je suis un relou. Et tu t'es neuf avant. Et quand je suis rentré après ma première séance d'entraînement, ça c'est important ça. Ouais. Je rentre après ma première séance d'entraînement, donc je suis enthousiaste de ouf, tu vois, ça y est, j'ai découvert ma passion, c'est ça que je veux faire, je veux devenir champion et tout ça. Et donc je rentre, et je pense que secrètement ma grand-mère, elle espérait que j'allais lui dire ouais non c'est naze, c'est pas pour moi, tu vois. Donc elle me dit alors c'était comment ta première séance? Et moi je suis là et tout, je suis comme un fou et tout, ouais c'était chambé, enfin j'ai pas dit chambé, ça n'existait pas à l'époque, mais c'était sans sas. C'était sans sas. C'était ça. Avec ma mèche comme ça. C'était sans sas. Stéphane. Et donc elle me pose la question, et je dis ouais c'est génial et tout, et je suis comme un fou, et je lui dis mamie je vais devenir champion du monde, tu vois. Et là il me dit écoute mon enfant et tout, arrête d'être rêveur. Les champions du monde, il y en a sur les doigts d'une main, arrête de rêver, tout ça machin. En gros, t'es relou de rêver comme ça, tout ça. Et ça m'avait piqué, tu vois. J'ai dit comment ça tu non, mais est-ce que ça n'a pas été bénéfique, Mignon? Ah oui, bien sûr, moi j'ai un ego, donc ça m'a piqué, tu vois. Ouais. Ça m'a piqué, ça m'a donné de la patate. Ouais. Et plus tard, quand je suis devenu champion du monde, donc quoi, 6 ans plus tard, je suis devenu champion du monde. Ma grand-mère, en fait, elle avait fait imprimer des photos de moi avec mes ceintures, tu vois, et elle voulait absolument que je signe et que pour qu'elle puisse en donner à ses copines. Oh, c'est trop mignon. Ouais, mais moi j'ai pas voulu. Oh, t'es un bâtard. Oh, mais quel bâtard. Mais toi, t'es trop. Ah, j'ai pas voulu. Je disais, tu te souviens, mamie, tu te souviens?
Ah non, j'avais le seum. Ah, c'est pas vrai. Ouais, et tu lui as dit à ta grand-mère? Bien sûr. Elle t'a dit quoi? Elle me fait, non, moi, vas-y. Je te déteste, Cyril, excuse-moi, je te déteste. On coupe. Attends, ça va plus loin. Ah ouais? Elle est signée à ma place. Elle est trop forte. Elle est signée à ma place. Elle imitait ma signature, elle faisait des photos dédicacées à ma place. Moi, après, je rencontrais ses copines. Elle disait, oh Cyril, merci pour la photo dédicacée. Je dis, ah, moi, je signais rien du tout. Oh là, tu rabaissais ta grand-mère en plus. Ah, mais ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait trop de peine. Et plus tard, un peu plus tard. Bon, après, bon, bien sûr, je suis signé les photos et tout ça. Non, beaucoup plus tard, quand tu la quittes pour voler tes propres ailes. Ah oui. Il est comment le rapport avec Gisèle? Bah, en fait, quand j'habitais avec elle, ça a été conflictuel plein de fois parce que. Excuse-moi, est-ce que je te coupe un jeu? Ouais, j'ai vu ça. Non, mais tu la prenais pour. Enfin, tu la considérais comme ta grand-mère ou comme ta mère? Non, c'était ma mère. D'accord. C'était ma mère. C'était ma tante et ma grand-mère ont été mes mamans en fait. Ouais, deux mères. Tu vois. Donc quand j'ai perdu la mienne, j'ai hérité de deux nouvelles mamans. Et même s'il y avait un conflit des générations avec ma grand-mère en fait, et qu'elle m'énervait au plus haut point. Tu vois, ma grand-mère, elle était capable, avec un mot ou un regard ou une phrase, de te démonter, de m'énerver, mais un truc de ouf. Mais en même temps, je l'aimais plus que tout au monde. Ouais, tu vois. Bien sûr. Donc, je sais pas si. Ouais. Donc j'avais ce rapport-là avec elle. Et plus tard, quand tu as commencé à prendre de l'âge, à être beaucoup plus mature, c'est comment les rapports avec mamie? Ah bah c'est apaisé. Ouais. Ça s'est apaisé. Je passais du bon temps avec elle et elle a connu ma fille. Ah, je voulais te poser la question, est-ce qu'elle a connu ta fille? Ouais, ça a dû la toucher de ouf. Hein. Bien sûr. Donc elle a connu ma fille. Tu lui disais que tu l'aimais? Bien sûr. Ah ouais, et elle te disait qu'elle t'aimait? Oui, bien sûr. Ah, c'est magnifique. Non, moi je suis affectueux, donc je lui faisais des câlins à ma grand-mère. Quand elle faisait la sieste, je rentrais dans le lit avec elle, je l'enlaçais. Ah, t'étais relou, mais t'étais câlin. Oui, je suis relou, mais je suis affectueux. Ouais. Je suis un relou affectueux. Ouais, c'est trop mignon, franchement. Ça se voit, t'as une bonne petite tête quand même. Hein. Non, ma grand-mère, ça a été quelqu'un de très important pour moi dans ma vie. Ouais. C'est génial, franchement, c'est génial. Ça, c'est une partie très importante parce que tu en parles rarement. Ouais. Et je trouve que c'est fondamental dans la vie, dans l'histoire d'une personne. Il y a toujours une personne autour de toi qui fait partie de ta vie intégrante. Et les gens, et qui t'aide à devenir qui tu dois être. Ouais, bien sûr. Donc c'est mamie, quoi, tu vois, c'est mamie Gisèle. Ma grand-mère, Ok, donc le MMA, patati, patata. Aujourd'hui, moi je voudrais te parler aussi d'un autre truc important, c'est que t'es devenu un youtubeur quand même, un peu comme moi, pas trop, mais plus que moi quand même. Non, c'est vrai, t'es youtubeur à gauche, à droite, t'es quand même vachement invité. Moi je suis toutes tes interviews, je te regarde partout. Merci. Bah ouais, parce que bon, nous on se connaît depuis très longtemps, et j'aime bien ce que tu dis. Et puis des fois tu dis des choses, mais les gens ils pensent autre chose, mais moi je te connais. Ça c'est vrai. Moi je te connais, je sais comment t'aimes bien titiller. J'aime bien titiller, pas comme toi. Hein. Ouais, bah oui, on est un peu pareil, tu vois, on aime bien. Mais en fait, bon, vrai gentil, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu t'es dit, je vais monter une association mutuelle contre les mythos? C'est quoi cet embrouille? Ça, c'est important quand même, on est d'accord ou pas? Parce que moi, j'aime ça. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que je racontais tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux. D'accord. Le réseau social est le paroxysme du paraître, tu vois. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu as un Facebook ou quand tu as un Instagram, encore pire, c'est une vitrine de toi et surtout ton toi fantasmé. C'est-à-dire que le toi que tu aimerais voir être si tu pouvais. C'est pas faux, franchement, c'est pas faux. Tu as un Instagram. Tu mets que les plus belles photos de toi, les photos où tu es dégueulasse, tu as une crotte d'œil et une crotte de pif, tu la mets pas, tu vois. Non. Tu te mets en valeur et tout ça, belle gosse ou beau gosse, machin. Même toi, tu te reconnais pas. Voilà. Tu dis, oh putain, je suis beau. C'est moi, putain, quand même. Donc, tu te mets. Et t'attends la réaction des gens. Oh, André, t'es trop beau gosse sur cette photo. Tu sais. Merci. Je sais. Donc c'est pas une vraie version de toi. Ouais. C'est une version fantasmée. Oui, c'est pas. J'aime bien ce que tu dis, vraiment. Et donc il y a ça, et ça a vraiment exacerbé le côté mytho des gens. Ouais. Parce que t'as pas envie d'être toi, tu vois, t'as pas envie d'être le simple toi que tu es, tu vois, t'as envie d'être une version en plus. Ouais.
Et donc ça pousse les gens à s'inventer des lives. Et donc les arts martiaux étant, pour moi encore une fois, le mal alpha, le mal alpha suprême dans la tête d'un mec, c'est un mec qui sait se bagarrer. Tu vois, c'est un mec qui il débarque machin dans un saloon, toutes les têtes se retournent contre lui, il n'a pas peur parce qu'il fait des blocages de ouf, il remise, des esquives de Matrix, remise et tout. Voilà. Et après, et en plus il a une voix de ouf. Il a une voix de ouf, il transpire même pas. C'est ça. Et j'ai un truc aussi, il est jamais, parce que nous on travaille de la condition physique, jamais fatigué. Moi ça m'a toujours travaillé ça. Donc comme dans la tête des mâles, le mec le suprême c'est un mec qui sait se péter, forcément t'as tout un tas de mythos qui naissent de part et d'autre, qui s'inventent des lives de combattants, de pratiquants, de coachs. Je connais. Et donc toi tu leur fais la misère. Moi je leur fais la misère. Je leur fais la misère. Tu les lâches pas en plus, parce que je sais que tu les lâches pas. Moi je suis T'es une sangsue. Voilà, je suis plus un pit. Tu vois un pit qui saute, qui chope le truc et qui se secoue comme ça. Mais t'en as pas qui sont revenus vers toi et qui t'ont dit vas-y lâche-moi les couilles un peu. Si bien sûr, j'ai eu des menaces de procès, j'ai eu des menaces, bah oui. Et t'as eu des procès non? Pas encore. Ça va venir, tu crois? Oui, ça va venir. Bien sûr, ça va venir. Et est-ce que c'est les gens, alors quand même c'est important, les gens ceux de qui tu parles, est-ce que c'est des vrais mythos ou pas? Moi, je pense être quelqu'un d'objectif et quelqu'un de juste. Si tu fais un truc bien, je vais pas te casser les couilles. Si maintenant tu fais un truc nul, mais miskin, c'est pas de ta faute, je vais te laisser tranquille. Mais si tu fais fait tant mieux, voilà. Si tu fais un truc nul, mais tu sais que c'est nul et que t'es un mytho, je vais pas te lâcher en fait. Tu vois. Donc tout ce qui est Franck Ropers, Fred Mastro, Gaëtan Lebris, tous les mecs dont je parle tout le temps en fait. Tu parles tout le temps d'eux. Je les lâche. Tu vois, c'est des mecs en plus qui prennent de la place à d'autres personnes. Et je parle pas. Moi, j'estime que j'ai fait ma place. Ouais, franchement, ouais. Toi, t'es placé, ça y est. Voilà, j'ai fait ma place. Toi, t'es devant un peu quand même. Hein. Donc, j'ai fait ma place. J'estime que je les envie pas, je les jalouse pas. Mais par contre, ils cassent les couilles parce qu'ils prennent de la place pour d'autres personnes. D'accord. Tu vois, un Franck Ropers, tu vois. Mais t'as fait une émission avec lui, j'ai vu en plus l'émission. En plus, elle a fait 1,3 million d'euros. Parce qu'il parle bien quand même, Franck. Il parle. C'est un bon mytho. Tu vois, les mythomanes mais il y a des trucs où il dit, c'est vrai qu'il dit que bon après moi je suis pas là pour défendre qui quoi, mais il dit toi tu fais un sport de combat, lui il fait un travail sur la défense. Non mais tu vois tu sais ce que j'en pense la self-défense. Mais quand même ce qu'il dit c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas le même travail. Ah bon? Non, moi c'est ouais non. Je sais pas, t'en penses quoi? Pourquoi dans la rue? Donc dans la rue, mettons, dans la rue, on n'est plus dans le sport. On n'est plus dans le sport, on n'est plus dans une salle de sport. Tu la connais la rue parce que moi je venais te voir à ton travail, tu te rappelles? T'es pas sur un ring. T'es pas sur un ring. T'es dans la rue. Il y a pas de règle. Voilà. Il y a pas de code. Mais tu préfères être un boxeur ou un mec de la self-défense? Moi? Ouais. Un boxeur. Pourquoi? Parce que tu connais un peu les techniques. Tu connais. Et puis surtout, tu sais les efforts que ça fait. Et puis tu connais ce que ça fait de te prendre un parpaing dans la bouche. Déjà ça, et puis les efforts. Voilà. Parce que tu mets un coup à un mec, là dans la self-défense, les mecs ils tombent, et toi t'as gagné. Mais t'as des mecs qui prennent un coup, ils se relèvent, ils te lâchent pas. Donc, ça c'est dur aussi. Donc tout ça pour te dire que pour moi, les sports de combat, et les sports de combat, les vrais sports de combat, c'est-à-dire où il y a une recherche de chaos. Pas l'opposition. Voilà, une recherche de chaos. T'es plus confronté à la réalité d'un coup, de la douleur, de la fatigue, du stress, de tout ça, qu'un pratiquant de self-défense. Et donc, un Franck Ropers qui n'a jamais combattu de sa life, tu vois, qui n'a jamais rien fait de sa vie, tu vois, au niveau contact, au niveau combat. Mais il est costaud quand même, Donc toi, tu connais pas des mecs costauds? Non, mais il a été videur, il a travaillé. Je cherche pas à le défendre, mais il n'a pas été videur. Non, mais si, il a dit qu'il a travaillé dans les bois. Il peut dire plein de trucs. Moi j'ai entendu qu'il était quand même. Oui, t'as entendu. Enfin, t'as entendu. C'est comme. Il a fait du penchaxilat quand même. Alors là, tu me provoques là en fait. Un peu. Je te provoque quoi, il a fait du penchak et alors. Non, c'est comme un Fred Mastro qui te dit qu'il a fait 400 combats de rue, tu vois. 400 combats de rue? Ouais.
Je savais pas. Ouais. Mais en fait, c'est pas méchant, mais je sais même pas qui c'est, Fred Mastro. Ok. Je crois que c'était un resto, le truc. Non, mais vraiment, je sais pas qui c'est. Non, c'est un autre mytho, comme un Franck Ropers. En gros, c'est des mecs qui, face caméra, te disent les plus grosses énormités, tu vois, qui restent droit dans leurs bottes. Et parce qu'ils ont cet aplomb, parce qu'ils ont cette assurance, les gens, le mec lambda qui connaît rien au sport de combat, il regarde, il fait oh putain, il a fait 400 combats. Mais il a des beaux low kicks, il a quand même des patates et tout ça. Je te demande, Cyril, je sais pas moi. Arrête. Là, t'es dans la provoque là. Non, je te jure. Non, je te connais. tu veux me provoquer à dire des dingueries et à devenir une vidéo virale. Je te connais. Bon, alors donc tu es toujours dans ce côté-là. Ouais. En fait, est-ce que parce que moi je vois les vidéos que tu mets, comme les maîtres japonais, ils te touchent pas, toi tu dégages. Tu voles, ouais. Ouais, et t'as vu quand il a boxé contre un mec du MMA, il s'est fait démonter un jour. Le DK, je sais pas quoi. Là. Non, ça c'est un autre, c'est un japonais. DK c'est un coréen. DK il a fait. Pacquiao, tu parles toi. Non, comment il s'appelle il y a un maître. DK, il a rencontré Pacquiao. Ouais, Pacquiao. mais moi je te parle d'un maître japonais où quand il a un maître japonais et dès que t'arrivais il te touchait pas et toi tu partais en arrière. Ouais, il avait rencontré un japonais. Un mec japonais du MMA qui était vénère. Hein. Ouais. Un jeune. Ouais, qui était pas forcément super. Oui, mais il était pas mal, Enfin, il était costaud aussi. Il s'est fait défoncer. Ouais. Oh, Et bah lui, il fait le tour de, c'est un chinois, il fait le tour et il rencontre les mecs du Wing Chun, du alors, Kung Fu. alors, je voulais savoir. Alors, moi, j'ai quand même pas mal de personnes ici qui viennent, non mais sérieux, qui viennent de différents arts martiaux. J'ai même des gradés en karaté, en aïkido, ils sont très très forts. Attends, ça c'est marrant ça. Ouais. Tu veux me titiller? Moi je vais te titiller. Non, vas-y. Alors, André Zetoun, hein, membre de la communauté dont on taira le nom. Ouais. Tu pratiques le Krav Maga ou pas? Non, pas du tout. Tu fais pas de Krav Maga Non. ici. Qu'est-ce que t'en penses du Krav Maga par exemple? Je trouve pas ça extraordinaire. Ah vraiment? Ah oui. Non sérieux. Non vraiment je trouve pas ça extraordinaire. Moi je trouve que la meilleure self-défense au monde, pour moi hein, si ça existe la meilleure self-défense au monde, bah si t'es enfouraillé c'est pas mal quand même. Ah oui. On est d'accord? Mais sans armes. Bah sans armes, moi j'ai déjà pris une raclée hein. Oui. En fait moi il m'est arrivé une galère un jour, j'ai tapé un mec. J'ai tapé un mec et tout, il a eu très mal et tout, il s'est barré, ils sont revenus, mais moi je ne les ai pas vus revenir. Ouais. On m'a cassé les côtes, on m'a mis un petit coup de couteau, je me suis fait démonter. Alors, en fait c'est ça la rue. Mais on me dit souvent ça, on me dit ouais mais moi je connais un champion de boxe, il s'est fait démonter dans la rue, la rue c'est pas la boxe et tout ça. Bah, demande à Gilles Tyrolien, tu vois, il en a démonté aussi un paquet. Hein. Bah, c'est ça que je dis, c'est pas parce que tu prends l'exception ne fait pas la règle. Ouais. C'est-à-dire si tu me prends 100 boxeurs, d'accord, 100 boxeurs, tu les mets dans un contexte de bagarre de rue face à 100 mecs, moi je mise tout sur les boxeurs. Il y en a 80 qui gagnent. Voilà, il y en a 80 qui gagnent, exactement. Ouais. Donc je préfère avoir 80% de chance en plus et être un boxeur plutôt qu'un mytho. Alors je peux te donner une petite anecdote, moi j'ai grandi avec un mec qui s'appelle, c'est comme mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Boul Baba. Et il a fait il a fait un peu de karaté. On dirait un personnage de Dragon Ball. Mais alors attends, si tu savais, il a fait un peu de karaté, un peu de boxe avec nous. Et il a jamais perdu un combat de rue, jamais. Okay. Et à cause de moi, il a fait plein de combats dans la rue parce que moi, j'allais casser les couilles. Ouais, j'allais casser les couilles pour que les gens ils se battent et que je dis Boul Baba, il m'a frappé. Il se battait, il gagnait contre des monstres. Et il faisait quoi comme sport alors? Il a fait un peu de boxe, il a fait un peu de karaté avec nous, il a fait un peu de foot et tout, mais c'était... Il avait ça dans le sang quoi. Mais frère, j'ai jamais vu un mec... Ouais, moi j'ai un mec... T'as connu comme ça, il y en a toujours. J'avais un mec... C'est des vrais bagarres de rue. J'avais un pote à moi qui était nul il faisait de la boxe thaï avec moi, il était nul en compète parce qu'il perdait ses moyens. Ouais. Tu vois, il savait qu'il allait boxer dans 2 semaines. Voilà, de manière spontanée, c'était des mecs forts. Voilà, exactement. Ouais. Et dans la rue par contre, on a eu quelques échanges. On a compté, il avait plus de 40 bagarres dans la rue, il a jamais perdu un combat. Et après, il me courait après, il voulait me taper. C'est vrai, comparé à Fred Mastro, il en a 10 fois plus. Ouais, mais moi, Boul Baba, c'est du vrai. Et d'ailleurs, je l'embrasse. C'est comme mon frère. Donc, toi, tu fais la bagarre. Qu'est-ce que tu penses d'un truc que moi, j'adore, que nous, on aime tous ici, de ce que Fred Rousseau, il a mis en place avec toi et Daniel Voirin, qui s'appelle LFE. Qui veut dire la fine équipe. Ouais. Moi, je suis archi fan. T'es fan? Bien sûr. Moi, je regarde tout, d'ailleurs, j'attends. Et des fois, j'envoie même des messages à Fred, il sort quand le truc, tu vois.
Vous avez emmené un 109, un nouveau style, parce que c'est un nouveau style d'émission qui n'existait nulle part ailleurs. Ouais. Vous parlez normal, enfin on parle comme nous. Ouais. Et Daniel qui est super drôle en plus, Fred qui a son... Et en fait, le fait que moi je pense que ça marche parce que vous avez... Trois personnalités différentes. Et je peux te dire aujourd'hui en face, hein, je parle à tout le monde de cette émission, il n'y en a pas un qui n'aime pas cette émission. Ouais. Tous les gens, mais il y a des gens qui connaissent cette émission, ils font pas ni de boxe, ni de karaté, ni d'MMA. Ouais, ouais. Qu'est-ce que... Bah pour nous c'est une grande fierté, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Vous allez continuer ou pas? Ouais, bien sûr, on va continuer. On est 3 potes, on aime se retrouver. Vous connaissez depuis longtemps en plus. On se connaît depuis plus de 20 ans, on est 3 potes, on aime se retrouver et on aime dire de la merde. Ouais. Tu vois. Donc on aime bien se retrouver et partir sur des sujets. Et encore, sur le LFE, on essaie de contenir un certain machin, mais nous on peut parler de saucisson, comment on peut sortir. Bah, comment j'ai participé. Alors, le seul truc que moi je pourrais reprocher, c'est que les gens qui voient la mission, ils laissent des messages des fois un peu relou, un peu violents, alors qu'ils ont pas compris que c'est des potes qui se parlent quoi. Ouais. Et des fois ils sont là trop, t'as vu comment moi j'avais participé, ils sont un peu trop dans la méchanceté et tout, alors que... Et ça c'est YouTube. Hein, oui, mais ils connaissent pas, ils comprennent pas que ce sont des potes qui se parlent. Mais c'est YouTube, ça. C'est malheureusement quand tu te mets en avance sur les réseaux sociaux, tu t'exposes à tout un tas de choses. Sûr, moi, ça fait partie du jeu. Je sais que je connais les règles dès que je vais m'exprimer. Tu vois, par exemple, Karaté Bushido, ils ont reposté un extrait d'une vidéo avec Frank Ropers qu'on avait fait il y a quelques années. Ils ont sorti un petit extrait, ils l'ont ressorti là, et forcément. Il y a toujours un mec qui va dire Cyril, il la ramène. Moi j'ai lu des fois aussi. Cyril, la science infuse, il connaît tout. Ça fait partie. Tu réponds à ça ou pas toi? Non, ça peut. Ouais, moi ça m'amuse de répondre. Et puis il y a un autre truc aussi que j'adore, ça aiguise ton cerveau. Ça aiguise ton cerveau, c'est comme un entraînement de boxe. C'est-à-dire à un moment donné, tu veux faire du sparring pour rester tu vois, bon dans ton truc. Bah, l'ajoute verbale, l'ajoute entre un débatteur et un autre débatteur, ça aiguise ton cerveau. Ouais. C'est un truc que mais là, c'est plus des haters que des débatteurs. Tu réponds pas aux haters. Mais bien sûr, pas forcément, pas systématiquement, mais des fois je peux être en train de regarder les commentaires sous une vidéo, je vois un mec qui dit de la merde et je vais m'amuser à lui frotter son nez dans le caca, tu vois, parce que ça m'amuse, tu vois, mais c'est bon enfant. Le problème c'est que quand tu réponds des fois après les mecs ça leur ouvre des portes, ils ont envie d'en dire encore plus. Moi je suis sûr de mon truc, tu vois, je suis sûr que en France, dès que ça touche les sports de combat, les arts martiaux, j'ai des arguments pour ce que j'affirme. Oui, parce que tu es dedans depuis longtemps. Parce que je suis dedans, parce que j'ai un certain vécu, une certaine expérience, et pas que sportive et pas que martiale dans le sens arts martiaux, mais aussi dans la rue, tu vois. J'ai eu un passé quand j'étais jeune où je connaissais la bagarre, tu vois, je me bagarrais souvent, et puis après quand j'ai fait de la sécurité la nuit, tu vois, à Pigalle ou à Bastille, bah t'es confronté. Pas mal Bastille, hein, c'était chaud, on te rappelle à l'époque. Non, c'était très chaud. Je me rappelle, moi, le vendredi, c'était samedi. Cyril, il y a aussi un autre truc. T'es un papa. Oui. Je t'ai vu commenter avec tes gosses. T'es une banane un peu. T'es un peu comme moi. C'est vrai ou pas? On est des gentils, nous, on est trop gentils. J'ai vu tes gosses, ils sont super drôles. Surtout ta fille, en plus ta fille c'est un mini toi en meuf, et j'ai vu avec des cheveux, et j'ai vu commenter avec elle, mais en fait il maîtrise quand même tes enfants. Et ça j'adore. Et ce côté, moi c'est pareil, avec mes enfants je suis là à la salle, je suis là, je me vénère, puis avec mes enfants je suis t'as dit quoi, c'est vrai. Et ça j'adore, et ça je t'ai vu plusieurs fois avec, je trouve ça génial. Ça t'a donné quoi les enfants dans ta vie? Bah, tu vois, j'ai connu une partie de ma vie où j'étais enragé, plein de colère, de sentiments négatifs et une énergie noire, tu vois. Autant les enfants, ça t'apaise.
ça te remplit d'une énergie blanche, tu vois, une énergie solaire, tu vois. Ouais. Moi, c'est mes enfants, ça me donne de la force en fait. Ouais. Ça me donne de la force, ça me donne en plus, ils te ressemblent. Un apaisement, tu vois, je suis fier d'eux. Ouais. Non, c'est que du positif. Même les petits trucs de casse-couille quand tu reçois une convocation à l'école parce que ton fils il a tapé un mec, bon tu y vas, tu vois, t'es saoulé. Ouais. Mais bon, c'est la fierté quand même, tu vois. Tu les observes, tu les regardes un peu? Tu sais quoi, dans mon portable, je pense que 80% des photos et des vidéos, c'est mes enfants. Ouais. Tu vois, et c'est vrai qu'il y a un côté palpable, tu vois, d'apaisement et de, tu vois, quand je suis pas bien, moralement, j'ouvre mon portable, je regarde des vidéos d'eux et ça me fout la banane. Ah, c'est magnifique, bien joué, bravo, c'est pareil. J'adore ça. Est-ce que ça t'a permis d'exister en tant qu'être humain, mais papa? Tu vois, c'est genre. Ouais, non, pour moi, c'est la plus belle facette. Genre une mission. Ouais, bien sûr. C'est la plus belle facette que Cyril Diabaté a. Ouais. C'est la facette du papa. T'es trop mignon. Parce que quand je suis avec eux, il y a de la chaleur en moi, tu vois. Tu diras à ta fille que j'ai mangé son cookie. Hein. Ouais, t'es comme elle était vénère. Ouais, pourquoi elle a mangé mon cookie lui? Je dis bah fallait pas le laisser dans le frigo. Attends, elle est marrante. Prochain truc, c'est LFE encore. Ouais. La salle, ça va? Bah, c'est la reprise là? La salle, c'est mieux que ça va. On est en train de faire une extension. Donc on va doubler la surface. Oh génial, t'es où? Toujours pareil, 163 avenue Joffre à Épinay-sur-Seine, au-dessus du fitness park. Ah pas mal. T'as combien d'adhérents à peu près en gros hein? Bah, là, cette année on a fait une belle saison, on était à 350-400. Putain, c'est toi qui donnes tous les cours ou non? Non, j'ai des instructeurs. Ouais. T'en donnes quand même quelques-uns quand même? Ah oui, bien sûr, je dirais aller un tiers des cours, c'est bien. Ouais. Mais il y a beaucoup de cours, je crois, là-bas. Ouais, il y a beaucoup de cours. Ouais, c'est un peu comme ici. Moi, il y a 4 cours ici par jour. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et j'ai vu, tu as des petits combattants qui tournent pas mal, là, quand même. Hein. J'ai pas mal de combattants qui tournent. Là, la prochaine échéance que tout le monde attend, c'est Anthony Nantois, dit Toto, le sanglier. Ouais. Qui va rencontrer le tenant du titre des moins de 93 kilos amateurs. Donc, en France? Ouais, 2 gros gabarits. Ça va cogner de ouf. Ouais, ça va cogner de ouf. Il y a lui qui a attendu, il y a Elohim Trèfle aussi qui a attendu. Est-ce que tu as des professionnels dans ta salle? J'en ai 3. Ça va, ça monte un peu? Ouais, ça monte. Écoute, ils sont signés à l'Hexagone. Oh, c'est pas mal. Au KSW aussi. Ouais. Donc c'est des grosses... C'est bien le KSW, hein. On aime bien. Hein. Ouais. Yves Landieu est parti vivre en Thaïlande, donc il est plus à la Snake maintenant. Il est parti vivre en Thaïlande, il est toujours au Bellator. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a évolué, qui a fait toute sa carrière à la Snake Team et qui est au Bellator. La Snake Team, donc c'est toi qui as fondé ça, parce qu'il faut le dire, non, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Hein. Ouais. Donc la Snake Team, c'est un des premiers clubs de MMA français. Mais MMA, uniquement MMA. Moi j'ai vu des documentaires de toi en 2014, il y en avait un magnifique documentaire. Sur, tu te rappelles celui-là, tu me l'avais envoyé sur YouTube, je crois. Bien sûr. Oh, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vachement... émouvant. Ouais. J'ai trouvé émouvant parce qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, t'as vu, c'est bien filmé en plus. Ouais. J'ai trouvé ça super beau. Pas de kick, pas de boxe taille, rien. Tu restes dans les MMA? Si, non, on fait. Il y a des cours de pied-point, mais c'est vrai que. Pas de compète. On n'a pas fait de compète Si, on a fait. La dernière fois qu'on a fait une compète, c'est il y a 2-3 ans. T'as eu un champion même? Un champion de classe France. A en plus. Ouais. Champion de France classe A. Je me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle, je l'avais vu. Ouais, Papoulélé. Ouais, il est fort lui, hein. Et donc nous on est plus concentré sur le MMA, mais si on va dans d'autres disciplines, c'est dans le but de parfaire, de se compléter pour le MMA. Ouais, d'ajouter un plus, un bonus. Donc on fait des championnats de sambo, de samba. Ah ouais, c'est pas mal. On a fait beaucoup de champions de France de sambo et de samba. C'est dur hein, le sambo. Hein. Ah, c'est dur, bien sûr. Projet, est-ce que tu as des projets genre projets un peu genre qui sortent hors des sentiers battus? Est-ce que tu vas te mettre un petit peu en danger ou tu restes dans ton délire? En danger?
Ouais, un petit peu en danger, genre des trucs où tu maîtrises pas trop le truc. Ça me fait pas peur. Non, mais est-ce que tu as des projets là-dedans? Non. Cinéma, théâtre. Si, je me lance dans une marque de vêtements, W4L, pour Warrior for Life, tu vois, guerrier. Ah ouais, pas mal. Ouais. Donc on va faire ça. On essaye aussi de travailler sur un projet de franchise Snake Team, tu vois, un peu partout en France. Ouais. Et puis voilà. Mais pas de projet de télé, cinéma, non, truc comme ça, rien? Bon, j'ai vu, à une époque, je voulais faire du cinoche, mais le milieu du cinéma, c'est particulier quand même, tu vois. Je sais pas, je connais pas, ouais. Ouais, donc on verra si un jour on me propose un projet intéressant. Est-ce que pour finir, il y a un truc que tu aimerais faire, mais tu te dis c'est toujours pas le moment? C'est genre c'est un truc que tu as dans le coin de ta tête et tu te dis, ça faudrait que je le fasse, mais là je trouve que c'est pas le moment, mais je sais pas quand, mais je vais le faire. Est-ce que tu sais que ça existe ça dans la tête des gens, ça? Ouais. Ah oui, un livre. Ouais. J'avais commencé quelques années en arrière. Sur moi, sur mon parcours, tu vois, l'enfance un peu relou, et puis comment se construire quand on a des rêves et des objectifs, tu vois. Pas mal ça. Ouais. Non, ça peut être bien, puis ça peut être porteur. Ouais. Donc toujours avec, tu vois, W4L derrière, c'est-à-dire Warrior for Life, tu vois, guerrier de la vie. C'est un peu l'idée du livre, tu vois. Donc, Et pour conclure, est-ce que tu aimerais ajouter un truc? Non. Non, je suis crevé. Non, ça va. Non, on a parlé pas mal de temps. Là. C'est bien, hein, franchement, moi j'ai adoré. En plus, tu as toujours plein de trucs à dire. C'est agréable quand même des gens qui ont des trucs à dire et qui les disent bien, parce que il y a des gens, moi des fois, moi je regarde YouTube beaucoup. Ouais. Et je regarde des trucs sur la boxe et tout, et puis des fois, tu as des mecs qui sont là, ouais, mais tu sais... Des boxeurs Non, et puis tu sais, ils sont là, ouais, mais tu sais... Ils mettent 3 heures pour me faire une phrase, et quand ils font la phrase... Ça sort mal. Bah, c'est fini. Elle a plus lieu d'exister, tu vois. Cyril, merci beaucoup. Merci à toi. Je te remercie vraiment d'être venu, parce qu'on a un peu galéré. Hein. Tu m'as fait un peu galérer. Hein. Non, on peut le dire. Non, mais avant la saison d'avant, tu m'as dit, ouais, j'ai oublié et tout. Ah oui, c'est vrai. Alors attention, hein. J'espère qu'on se reverra chez Fred. On peut lui souhaiter une très très belle saison pour la Snake Team, parce que tu as quand même du monde, ils sont forts. Et puis on ouvre début octobre. Début octobre, ouverture de la Snake Team avec tous les nouveaux cours, les nouveaux coachs. Beaucoup de cours. Hein. Ouais, il y a pas mal de cours. Genre quoi, une vingtaine par semaine? Ah, plus que ça, je pense. C'est génial. Ouais, plus que ça. Et donc c'est dans quelle ville? À Épinay-sur-Seine. J'adore. 163, avenue Joffre. Ah, c'est sur l'avenue de Joffre? Maréchal Joffre. C'est ça. Ah, j'ai dit ça au cerf. C'est ça. Rien d'autre? Rien d'autre. Cyril? Merci mon pote. Merci mon Cyril, vraiment toujours un plaisir. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Merci. Alors, j'arrive de Londres, d'Angleterre, de Manchester, really. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu un Cyril Diabaté un peu plus intimiste, mais toujours aussi grand quand même, mais grand partout, ça c'est intéressant. N'oubliez pas de partager la vidéo, faites tourner la vidéo. Ça fait plaisir de recevoir un champion tel que Cyril Diabaté. Et si vous voulez le retrouver, vous pouvez aussi aller ou dans sa salle ou sur Gong, dans LFE. Moi j'adore LFE. Bisous à Fred et bisous à Daniel aussi. Hein. Et tiens, allez Cyril, un petit dernier mot pour la route quand même. Voilà. Pour la route. Voilà, un petit dernier un mot pour la route. Merci à toi d'être venu Cyril. Je sais que toutes les personnes qui vont écouter et voir cette interview vont adorer. Moi taille mon vôtre.